Voilà, je viens de relancer l'enregistrement du webinaire, ce qui veut dire qu'il y aura un replay disponible sur le site du CREAI et peut-être également de l'ARS. Replay qui sera disponible dès la semaine prochaine, en principe, donc à la page de l'événement sur notre site. On va vous diffuser une présentation PowerPoint qui sera également disponible en ligne. Et vous avez la possibilité de poser des questions par la petite fonction chat que vous avez au bas de votre écran. Si les questions sont trop nombreuses, on ne pourra sans doute malheureusement pas répondre à toutes, mais on s'engage à le faire à l'issue du webinaire, à diffuser les questions-réponses également sur la page de l'événement. Enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par mail, par un petit message de clôture à la fin de l'événement. N'hésitez pas à le renseigner, ce qui nous permettra, espérons-le, de tirer des expériences pour les prochaines fois. Voilà, ces préalables techniques étant passés, eh bien, je vais donner la parole à Madame Christophe pour ouvrir le webinaire en 10 données. Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur Marmont. Quelques mots d'introduction rapide, mais pour donner un petit peu le contexte d'élaboration et de nos travaux en région sur ce nouveau site, donc en 10 données. Nous avons travaillé sur ce sujet en fait dans le cadre de l'élaboration du programme régional de santé. Ce sont tout particulièrement les acteurs, et je souligne en particulier le comité d'entente régionale handicap du Grand Est, qui avait constaté donc une très grande dispersion des données régionales concernant les personnes en situation de handicap et qui souhaitait très fortement disposer d'une connaissance partagée sur le handicap. Et donc, tous ces acteurs nous ont demandé fortement la création d'un observatoire régional du Grand Est sur cette connaissance globale de la population des personnes en situation de handicap. Et donc, le PRS a acté la mise en place d'un tel observatoire, donc des besoins et des ressources des personnes en situation de handicap. Donc, l'ARS, bien sûr, s'est tournée vers le CREAI qui a l'expertise en la matière pour essayer de travailler sur le sujet. Nous étions tout à fait convaincus de l'intérêt, bien sûr, de cet observatoire, mais aussi nous étions tout de même conscients de la complexité de la mise en œuvre d'une telle ambition et aussi de la charge de travail, il ne faut pas se le cacher, que ça représentait collectivement. Donc au début, nous avons réfléchi sur des travaux qui avaient pu être menés par notamment les CREAI, PACA et Corse, qui consistaient dans la publication d'une revue papier contenant des données sur le handicap, mais clairement, ça nous avait semblé quand même peu opérant et pas satisfaisant. Et donc, nous avons basculé un petit peu fin 2018 quand on a eu l'opportunité de s'associer à une expérimentation qui avait été menée par plusieurs autres CREAI et plusieurs autres ARS, et tout particulièrement Nouvelle-Aquitaine, qui visait à développer un site web en 10 données, et ce site constituant du coup un panorama sur le handicap pour chaque région finalement. Donc voilà, ça nous a semblé vraiment intéressant. Le Serge a validé aussi cette option, puisque on a travaillé avec eux, et donc nous avons décidé de nous engager dans le développement de cet outil, et l'ARS en a bien sûr confié le pilotage au CREAI. Donc vraiment l'objectif de ce site, c'est de structurer et c'est de mettre à la disposition vraiment de tous les acteurs un ensemble de données statistiques et d'indicateurs qui constituent finalement un socle de connaissances sur les publics en situation de handicap et bien sûr aussi ce qui nous intéresse sur l'offre d'accompagnement. Une des préoccupations, c'est de pouvoir mettre en ligne des données qui viennent de tous les différents acteurs qui contribuent au champ du handicap
et que ces données, elles soient fiables et qu'elles soient régulièrement actualisées. Et voilà, ça, c'est pas une mince affaire, mais je pense que Monsieur Marmon vous en parlera mieux que moi tout à l'heure dans le cadre de sa présentation. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes heureux finalement d'être la deuxième région après Nouvelle-Aquitaine à pouvoir disposer d'un site opérationnel. Donc voilà, l'objectif au travers de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le fonctionnement de ce site qui nous paraît être un outil assez facile d'utilisation et qui présente aussi l'intérêt de permettre des comparaisons entre les territoires ou des comparaisons par rapport à une moyenne régionale. Donc, dans le cadre de diagnostics territoriaux, ça peut être un outil utile. Voilà, en tout cas, au niveau de l'ARS, nous souhaitons qu'Handidonnées devienne vraiment un outil partagé entre tous les acteurs, et puis bien sûr que ce soit un outil vivant et que donc dans l'avenir, il puisse s'enrichir de nouvelles données grâce à des partenariats élargis. Et j'espère que cette réunion contribuera à ces évolutions. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Christophe. Eh bien, écoutez, on va continuer la présentation, mais vraiment le paysage a été largement brossé dans les dimensions essentielles du projet. Vous devez normalement voir s'afficher le diaporama que je vais donc vous commenter sur le panorama régional des données sur le handicap en Grand Est. Voilà. On va structurer le propos en plusieurs parties. Avant d'aller directement sur la présentation du site, il semblait quand même très important de dire d'où est parti le projet. Et vous voyez une petite image à mon écran. Ça, c'est une tentative pour essayer de rompre la monotonie des présentations assez descendantes que sont les webinaires. Donc, prenez cette image sous la forme d'une énigme. Ça constituera un petit fil rouge, un petit jeu qu'on vous propose pour ce webinaire. Voilà. D'où venons-nous ? Eh bien, en l'occurrence, la question de l'accès aux statistiques sur le handicap sont un enjeu qui est identifié par l'ONU dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui dit dans son article 31 que les États parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données stats, qui permettent de formuler et d'appliquer des politiques évidemment cohérentes avec la Convention. Le même article précise que les États parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et aux autres personnes concernées. Pourtant, eh bien, un rapport récent du Défenseur des droits sur la mise en œuvre de cette Convention internationale des droits des personnes handicapées précise que, au-delà de l'hétérogénéité des données qui concernent le handicap, eh bien, on peut constater une absence ou à minima une insuffisance de données dans quelques domaines. La question de la scolarisation, la question des décisions d'orientation prises par les MDPH non suivies d'effet, les questions de compensation du handicap, quel que soit l'âge et l'origine des personnes, la question de la protection juridique des majeurs, etc., etc. Et il s'avère que ce constat posé très récemment n'est pas neuf et n'est pas isolé. En l'occurrence, le même défenseur des droits pointait en 2017 un système statistique national sur le handicap qu'il qualifiait de lacunaire et d'incohérent. Madame Catalina de Vandas Aguilar, dans sa mission pour l'ONU en 2017, regrettait également un manque de données et de statistiques sociodémographiques ventilées par handicap. Plus récemment, un rapport IGAS a pointé une obsolescence marquée dans la connaissance du handicap, et encore plus récemment, puisque c'était le mois dernier, Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, et Pascal Ribes, président d'APF France Handicap, co-signaient un article dans lequel il pointait un manque indigne, je les cite, de données
sur le handicap. Bref, un constat général sur des données, alors peut-être plutôt invisibles qu'inexistantes ou lacunaires, hein, le sachant raison garder. Un administrateur de l'INSEE et par ailleurs et surtout cadre au sein de la direction de la recherche des études et des statistiques disait que, très récemment également, ces critiques sur les statistiques étaient pour partie infondées dans la mesure où une partie des informations sont déjà disponibles et que la problématique qui se pose à nous, collectivement, est plutôt de rendre visibles et accessibles ces informations. C'est dans ce contexte que Handidonnées a, comme l'a dit Madame Christophe, été une réponse qui s'est pleinement intégrée au PRS Grand Est, puisque le schéma régional de santé énonce dans un axe stratégique qu'il s'agit d'améliorer l'accès aux soins et l'autonomie des personnes en situation de handicap dans une logique inclusive, d'accompagner le développement de l'autonomie et que pour tout cela, pour tous ces objectifs de parcours, il faut s'appuyer sur la mise en place d'un observatoire régional des besoins et des réponses dédiées aux personnes en situation de handicap. Donc, il y a vraiment une convergence des intérêts, si on peut le dire comme ça, qui a émergé entre, au départ, certains créailles et certaines ARS, et ça a été très rapidement le cas de l'ARS Grand Est, comme l'a rappelé Madame Christophe. D'autres se sont lancés dans l'aventure également. Il s'agit de Nouvelle-Aquitaine, PACA, Île-de-France et Bretagne. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les collègues qui, pour certains d'entre eux, sont au bout de la webcam. Sauf que ces expérimentations pilotes ont réussi à se fédérer au sein d'un projet qui désormais est national. Et donc, c'est bien la Fédération ANCREAI qui, aujourd'hui, porte le projet Handidonnées. Et si, au départ, le projet Handidonnées était uniquement sur financement ARS, il est désormais soutenu par la CNSA notamment. Alors, sur quoi porte le projet Handidonnées? Eh bien, il s'agit d'améliorer la connaissance relative au parcours des personnes en situation de handicap, améliorer l'observation de l'offre médico-sociale territorialisée et son évolution, et améliorer l'efficience des diagnostics territoriaux en proposant d'emblée un répertoire d'indicateurs actualisés. Quel que soit votre département, quelle que soit votre région, puisqu'il y a quelques acteurs inscrits qui ne sont pas de la région Grand Est ce matin, vous avez pu probablement observer à l'occasion d'un diag de territoire infradépartemental, de l'actualisation du schéma départemental ou du PRS, que très régulièrement, on achoppe devant la collecte d'indicateurs fondamentaux et cette collecte est chronophage et du coup empêche d'aller plus loin, ou en tout cas aussi loin qu'on voudrait dans la réflexion sur les besoins territorialisés et l'offre de réponse. Le but d'Handidonnées, c'est vraiment de proposer ce premier niveau de réponse, étant entendu que jamais on ne pourra donner toutes les réponses à toutes les questions. Ça, c'est exclu, ça n'est ni possible, ni même souhaitable, parce que ça reviendrait à se substituer aux acteurs spécialisés que sont qui la CNSA, qui la MDPH, qui la GFIP, qui l'Éducation nationale. Et on est bien plutôt dans une logique de partenariat avec eux, j'y reviendrai, plutôt que de substitution. Et donc, consécutivement, le but est bien de favoriser le partage d'informations entre l'ensemble des acteurs institutionnels, associatifs, et le partenariat entre ces acteurs pour partager des données aux différents niveaux, départemental, voire infradépartemental, régional, national. À qui s'adresse le projet? Eh bien, aux personnes concernées, à leurs familles, à leurs représentants associatifs, aux organisations, aux acteurs institutionnels, bien sûr, l'agence régionale de santé, que ce soit dans sa direction régionale ou CDT, les départements, l'éducation nationale, les MDPH, mais bien sûr aussi les organismes gestionnaires, les établissements et services, et à l'intérieur de ces organisations, les professionnels, cadres de direction qui sont en train de monter un nouveau projet, professionnels en formation qui sont en train de passer leur CAFERUIS, leur CAFDES,
chercheurs, étudiants, etc. Et de fait, la liste n'est probablement pas exhaustive. Concrètement, en quoi consiste le projet? Eh bien, c'est un portail web qui met à la disposition des acteurs précités un ensemble d'indicateurs qui constituent un socle de connaissances sur les publics et sur l'offre, ainsi que sur leurs évolutions. Il y a donc vraiment un double focus, une entrée plutôt populationnelle par domaine de vie et une entrée institutionnelle sur l'offre et sa formation, qui peut recouvrir différents chapitres que vous avez à l'écran et sur lesquels on reviendra tout à l'heure. La présentation de ces indicateurs s'effectue par département et permet une comparaison entre territoires et ou par rapport à la moyenne régionale. Et bien entendu, on entend mettre à jour les indicateurs. Alors sur cette mise à jour, ça, Madame Christophe l'a dit tout à l'heure et elle a ô combien raison, la question de la mise à jour des indicateurs peut parfois constituer un défi. Déjà, toutes les données qui nous intéressent ne sont pas toutes disponibles. Quand elles le sont, il peut y avoir un délai dans leur obtention et un délai dans leur mise à jour. Ce sont autant de défis à tous les niveaux, depuis la création des enquêtes jusqu'à leur passation, leur collecte, leur transmission, leur traitement, qui se posent pour observer les besoins et l'offre. Les données présentées dans OndiDonnées sont valorisées au travers de différents supports, graphiques, cartes, tableaux, la plupart téléchargeables. En bref, OndiDonnées, ça doit permettre de répondre à des questions simples mais importantes. Quelques exemples. Dans quel département du Grand Est le taux d'allocataires de l'AEH est-il le plus élevé? Combien d'allocataires de l'AEH vivent à domicile? Alors là, on dit la Moselle, ça aurait très bien pu être les Ardennes ou les Vosges, peu importe, dans votre département. Combien d'élèves en situation de handicap sont accompagnés par un CESAD en région Grand Est? Combien y a-t-il d'enfants avec TSA scolarisés dans les Ardennes? Comment a évolué l'offre médico-sociale pour les adultes dans la région? Quelle est la structure par âge des personnes accueillies dans un foyer d'accueil médicalisé dans le Bas-Rhin, etc., etc. Alors, je le répète, dit comme ça, on pourrait en tout cas avoir l'impression d'un inventaire à la Prévert. Ça n'est pas le cas. Le mot-clé autour d'OndiDonnées, c'est bien celui d'un répertoire restreint d'indicateurs. On ne pourra pas répondre à toutes les questions pertinentes que se posent les acteurs aux différents niveaux. Pour faire tout ça, quelles sont nos sources? Eh bien, des données qui sont préexistantes et fiables. L'idée de l'Observatoire, c'était bien de sortir de collectes ad hoc qui peuvent être très chronophages, très mobilisatrices de moyens, mais plutôt de valoriser l'existant. Donc, pour ça, on bénéficie de données issues des CAF et des MSA, issues du répertoire FINES, de l'ADEP, qui est donc la cellule statistique du ministère de l'Éducation nationale, de l'enquête ES remplie tous les 4 ans par les établissements et services, de données provenant de l'Agence régionale de santé, de la GFIP, des rapports d'activité harmonisée des CAMSP, des rapports d'activité harmonisée des CMPP, de la Fédération française de sport adapté, de la Fédération française handisport, et puis d'autres qui sont à venir. J'étais pas plus tard que ce matin en discussion avec la CNSA, avec laquelle on est en train de finaliser une convention qui nous permettra d'obtenir des données sur l'activité des MDPH, sur les groupes d'entraide mutuelle. On est en pourparlers avec les directs pour obtenir des données sur l'emploi. On va essayer d'obtenir les données issues de l'ANAP et puis on cherchera à se laisser la possibilité pour autant de valoriser des études ad hoc et on pense naturellement aux rapports d'activité harmonisés qui sont un chantier qui mobilise beaucoup de temps de la part des établissements et services qui attendent très légitimement que le temps consacré à renseigner cette enquête puisse être valorisé autant que faire se peut. Donc, au-delà du rapport d'études qui vient évidemment sanctionner ce travail, le but est bien de valoriser certaines données dedans. Pour conduire tout cela, il était indispensable d'élaborer une gouvernance multiniveau. Un niveau régional et un niveau
national. Au niveau de la région, il y a un comité de pilotage qui réunit l'Agence régionale de santé, plus précisément la direction de l'autonomie, et le CREAI. Toutefois, comme l'a dit Edith Christophe, il nous semble, que le nous désigne tant l'ARS que le CREAI, indispensable d'être dans un dialogue avec un comité régional qui pourrait réunir les MDPH, la GFIP, l'éducation nationale, c'est-à-dire les pourvoyeurs de données. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. On peut penser également au comité paralympique, par exemple. Les représentants des personnes, et il a été fait référence au comité d'entente régionale handicap Grand Est, et les représentants des fédérations médico-sociales. Bref, avoir un comité d'utilisateurs qui nous permette de réfléchir sur les avantages, mais également les limites, car évidemment elles seront nombreuses et doivent nourrir une réflexion sur l'amélioration de l'outil au plus près des utilisateurs. Donc, ça, c'est au niveau des territoires, on va dire. Au niveau national, le projet, donc désormais développé au niveau France entière, est piloté par un comité technique ANCREAI qui est composé de statisticiennes et ou de géographes de la santé qui sont donc salariés du réseau national des CREAI. Et puis, est en train de se mettre en place, mais je pense pouvoir dire que c'est désormais imminent, un comité de pilotage qui associe les pourvoyeurs de données au niveau national. Et sur ce point, la CNSA a très clairement exprimé le souhait d'en être. Elle voit un grand intérêt à l'outil et voilà, on est certain aujourd'hui que quand les conventions seront signées, tout simplement, ce qui sera fait d'ici l'été, eh bien, on pourra mettre en place un comité de réflexion avec les directions compensation et ESMS de la CNSA. On espère pouvoir faire la même chose avec la GFIP, la DGCS, l'adresse, etc. Alors, je ne saurais trop insister sur ce que n'est pas le projet Handi-Données. Je l'ai dit, ça n'est pas la réponse à toutes les questions. Ça n'est pas un observatoire spécialisé sur un public spécifique, que ce soit l'autisme, les troubles psychiques, le polyhandicap ou autre. Ça n'est pas non plus un observatoire de l'enfance plus que de l'adulte. Ça n'est pas l'observatoire des CESAD plus que celui des foyers de vie. Et surtout, ça n'est pas le remplacement d'autres observatoires. Donc, on ne se substitue pas à l'éducation nationale dans l'observation de la scolarisation, on ne se substitue pas à la GFIP dans l'observation de l'insertion pro, on ne se substitue pas ni au MDPH ni à la CNSA dans la question des demandes et des ouvertures des droits. Depuis 2018, période à laquelle on a pu collaborer, ouvrir la collaboration avec l'ARS Grand Est, on a présenté le projet à l'adjoint au défenseur des droits, à la directrice, au directeur adjoint, au directeur des ESMS et à la directrice de la compensation de la CNSA, à la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Elle n'est plus directrice de cabinet aujourd'hui, mais on l'avait quand même rencontrée à l'époque donc au niveau du secrétariat d'État aux personnes handicapées, donc la DIRCAP de Madame Cluzel. Ça a également changé au niveau de la conseillère handicap à l'Élysée, mais quand Marie Fontanelle occupait ce poste, elle a également pu prendre connaissance du projet et on l'a également présenté au responsable stratégique de la transformation numérique en santé, Monsieur Dominique Pont. Tous ont déclaré un intérêt pour ce projet original. Et puis, au-delà du national, on a également présenté le projet à de nombreux acteurs en Champagne-Ardenne qui ont également trouvé le projet opportun. Voilà. Avant d'aller sur le deuxième chapitre où nous en sommes, je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont pu trouver réponse à l'écrit. Pour celle qui n'est pas encore répondue, est-ce que l'OETH sera contacté pour fournir des données sur le handicap dans les établissements du sanitaire et social du privé? On exclut a priori aucun pourvoyeur de données. Pour nous, le but est d'avoir des données qui soient, petit 1, nationales, petit 2, au meilleur niveau d'information, c'est-à-dire qui passent par les, comment dirais-je,
par les institutions nationales et bien que les données, on pourra y revenir peut-être plus tard dans le débat, soient généralement imparfaites, quel que soit le niveau, eh bien, c'est à ce moins mauvais niveau possible, on va le dire comme ça, qu'on souhaite aller. Donc, pourquoi pas l'OETH, en effet, si à un moment donné, il y a des indicateurs qui relèvent de chez eux. Ensuite, Vincent Harel, qu'on salue. Bonjour Vincent. Si c'est un observatoire des besoins et donc des lacunes d'offres de services, comment Handydonnées pourra contribuer à les mettre en évidence et orienter les politiques publiques? Et ensuite, quelle place au comité régional? Une seule réunion depuis le début. Alors, je vais commencer par la dernière question. Il y a eu une seule réunion depuis le début parce que le projet n'était pas suffisamment mûr. Aujourd'hui, et sans être abouti, ça va être l'objet du point 2, c'est parce qu'on a gagné en maturité sur le projet qu'on se permet de communiquer dessus et qu'on va pouvoir justement lancer un dialogue avec les uns et les autres, comme expliqué tout à l'heure. Ensuite, comment Handydonnées va mettre en évidence les besoins et l'offre? Encore une fois, on n'aura pas réponse à tout sur tout, mais l'idée est de pointer un certain nombre d'indicateurs qui donnent déjà certains éléments de réponse. Voilà. Je vais m'en arrêter là pour l'instant pour les questions. On les reprendra plus tard. Et de toute façon, il y a un temps d'échange qui est prévu à la fin. Alors, deuxième chapitre, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, justement? Et donc, je renvoie pour les amateurs d'images à ma petite énigme. Où nous en sommes? Eh bien, on a un site handydonnées.fr. Et vous voyez une carte de France qui, pour l'instant, est certes bleu, blanc, rouge, mais surtout qui correspond à un code couleur. C'est-à-dire qu'il y a des sites au travail en Corse, Nouvelle-Aquitaine, n'importe quoi, en Corse, en PACA, en Bretagne. Il y a des sites qui sont déjà mis en prod, c'est-à-dire trouvables en ligne en Guyane, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France et Grand Est, mais j'insiste sur ce point, ce n'est pas parce que le site est mis en ligne que le travail est abouti. J'insiste vraiment sur le fait que nous sommes dans une démarche work in progress. On est activement au travail dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, avec l'exemple de la CNSA, qui est un acteur complètement central dans le projet Handydonnées, que la convention n'est pas encore signée, donc les données ne sont pas encore reçues, et a fortiori, elles ne sont pas encore publiées. Voilà. Pour autant, on peut entrer sur le portail. Alors, j'espère que le site va marcher. Voilà, donc, normalement, vous voyez le site en ligne et vous arrivez sur un portail qui vous représente ce qu'est le projet Handydonnées. Et si, par exemple, vous habitez en Grand Est, vous pouvez cliquer sur la carte qui va bien et arriver sur ce site-là. Alors, je vous précise que ce site est déjà obsolète par rapport à ce qui est en pré-production et qu'on a, au dernier moment, fait le choix de ne pas vous montrer ce matin, malgré tous les efforts, notamment du développeur d'Handydonnées pour apporter des indicateurs complémentaires, mais toutes les fonctions qu'on souhaitait vous montrer ce matin étant pas complètement présentes, on a fait le choix de vous montrer le site actuellement en ligne. Donc, vous avez une arborescence ici qui ne comprend pas tout ce qu'on a en tête et que je vous montrerai après sur l'arborescence future. Mais voilà. Donc, on peut prendre par exemple les stats sur les allocataires handicapés. Combien en a-t-il en Grand Est? Si on prend l'exemple de l'AEEH, eh bien, on sait qu'au 31/12/2019, il y avait près de 22 000 enfants et adolescents concernés. Vous voyez qu'il y avait des données annuelles et que si, pour une raison X ou Y, vous vouliez faire un focus sur 2016, vous le pouvez. Je retourne en 2019, puisqu'évidemment, la donnée la plus fraîche est a priori la plus intéressante. Vous retrouvez un comparatif par département et vous avez des tableaux qui sont aussi des tableaux dynamiques. Donc là, pour l'instant, ils sont présentés par numéro de département. Mais si vous voulez vous dire, un peu comme la question qu'on soulevait tout à l'heure, dans quel département
le taux d'allocataires de l'AEH est-il le plus important? Eh bien, vous appuyez sur votre petit curseur et vous constatez que dans les Ardennes, le taux d'allocataires de l'AEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans est 2,5 fois supérieur à celui qu'il est dans le Bas-Rhin. Vous avez d'autres types de renseignements, du type nombre de familles concernées, dont le nombre de familles concernées par 2 situations de handicap dans la cellule familiale. Vous pouvez retrouver ces éléments sous forme cartographique, que vous pouvez un petit peu grandir, et puis des petits éléments graphiques qui, bon, j'insiste pas dessus parce que ça va évoluer vers du mieux. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, ces éléments sont téléchargeables sous la forme qui vous intéresse. Soit vous trouvez que la charte graphique de ce tableau est tout à fait convaincante et vous téléchargez du PDF, soit c'est vraiment les données qui vous intéressent et vous pouvez télécharger de l'Excel. Vous pouvez faire un focus sur les départements et avoir uniquement ce qui vous intéresse dans le département concerné. Concernant les allocataires de la hache, eh bien, ma foi, le principe est le même. Je vais retourner en grand test puisque nous sommes sur une présentation régionale. Voilà, combien de personnes percevant la hache vivent à domicile, vivent en institution, quel est le taux d'allocataires qui vivent à domicile, quel est le taux d'allocataires pour 1000 habitants de 20 à 64 ans, donc toujours avec ces filtres, ces indicateurs de priorité. Très important, nous citons nos sources. Et pour présenter ces indicateurs, on vous dit donc que les données qui vous sont présentées sont issues de la CNAF, de l'INSEE et de la MSA. Autre point qui nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est une question évidemment essentielle, si la photographie est particulièrement importante, c'est bien le film qui intéresse le plus les gens. Et donc, il y a un indicateur, une fenêtre qui est prévue pour montrer les évolutions. Et donc, on peut observer, par exemple, que le taux d'allocataires de l'AH pour les personnes qui vivent à domicile est resté stable entre 2016 et 2019. A contrario, le taux d'allocataires de l'AH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans, lui, a progressé sur la même période. Voilà. Évidemment, ce focus est observable à l'échelle des départements. Vous avez d'autres données, donc là on est en Haute-Marne par exemple, sur les données par sexe et puis quelques éléments de situation familiale, personnes vivant seules, seules avec enfants, en couple, dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AH. Voilà. Des données sur la scolarité, les élèves en inclusion, les élèves en milieu spécialisé, l'offre des ESMS, un focus sur l'autisme, ensuite un focus sur les personnes accompagnées par les ESMS par type de déficience, la vie dans la cité, donc qui passe principalement par les données SAVS-SAMSA, mais on espère pouvoir en avoir d'autres, l'emploi en milieu ordinaire, en milieu protégé, donc en milieu ordinaire on est sur les données notamment des CAP emploi, les adultes en ESMS, où on est là vraiment sur l'offre, les adultes autistes et le sport. Je ne vous montre pas tout parce que déjà désormais vous avez l'adresse, vous avez le chemin pour aller naviguer comme bon vous semble dessus, mais aussi et surtout parce que, voilà, je vais essayer de remettre mon diaporama que normalement vous avez à l'écran, parce que je vous l'ai dit, ce que vous avez aujourd'hui en accessibilité sur la toile, sur Internet, n'est pas l'handidonnées qu'on souhaite vous proposer demain. Et là, ça m'amène tout droit vers le 3e chapitre. Où allons-nous? Et ce n'est pas pour insister, mais il y a toujours ma petite énigme qui nous accompagne. Quels sont nos objectifs de travail?
on veut renforcer la gouvernance du projet au niveau national et au niveau local. Donc ça, c'est un élément de réponse complémentaire à la question de Vincent Harel tout à l'heure. On veut développer le partenariat en accédant à l'ensemble des bases de données nationales utiles au projet. Et on veut développer le portail national pour que 100% des régions françaises soient couvertes par Handidonnées. On veut enfin, et croyez-moi, ce n'est pas le moindre des objectifs, on veut faire évoluer la structure d'Handidonnées. Voici comment. On veut avoir un chapitre compensation et aide individuelle qui présente les adultes bénéficiaires de la CTP, les adultes bénéficiaires de la PCH. Alors, je vous fais grâce de la lecture des détails que vous avez à l'écran. On veut avoir des détails sur les enfants bénéficiaires de la PCH. On veut avoir, mais ça on l'a déjà, des données sur les bénéficiaires de l'AH. Pareil sur l'AEH. Donc, les deux derniers, on les a en droit ouvert. On veut, je vous l'ai dit, observer ça, non seulement en termes de photographie annuelle, mais d'évolution pluriannuelle, et on veut accompagner le tout, et ça n'est pas encore fait dans le site que je vous ai montré à l'écran à l'instant, accompagner tout ça de métadonnées. Quand on parle de métadonnées, c'est quoi? Ce sont des clés de lecture pour permettre à chacun de bien comprendre de quoi parle l'indicateur. Qu'est-ce que désigne et qu'est-ce que ne désigne pas l'indicateur? Dans quelle mesure l'indicateur est-il fiable à 100% ou faut-il prendre des précautions, par exemple, parce que 100% des acteurs concernés n'auraient pas renseigné l'indicateur demandé. Exemple typique duquel on a parlé ce matin avec la CNSA, si on prend l'exemple des CAMSP qui, par le rapport d'activité harmonisée, font l'objet d'une base de données nationale, si on parle de la file active des CAMSP, avouons que c'est mieux si 100% d'entre eux répondent au rapport d'activité harmonisé. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on puisse le préciser pour dire que ce sont des données à minima dans la mesure où d'autres sont manquantes. On souhaite consacrer un chapitre aux enfants en situation de handicap pour aborder leur profil, leur parcours et l'offre qui leur est dédiée. Donc, qui sont ces enfants? Où sont ces enfants dans les différents ESMS? Où vont ces enfants lorsqu'ils quittent le SMS? Concernant l'offre, on veut bien entendu considérer les indicateurs de transformation de l'offre en s'intéressant au PCPE, à l'habitat inclusif, à la part des CESAD dans l'offre totale, aux CESAD 16-25 lorsqu'ils émergeront, etc., etc. Sans oublier bien sûr la description de l'offre par catégorie de SMS qui, pour ne pas être neuve, n'en reste pas moins une donnée tout à fait indispensable. Même chose concernant les adultes, donc là je vais passer très vite, c'est exactement le même type de questionnement. Où sont-ils? Où vont-ils? Qui sont-ils? Indicateur de transfert de l'offre et offre par catégorie de SMS. Concernant l'activité des MDPH, il faut que je me fasse bien comprendre sur ce point parce qu'il ne doit pas y avoir de mésentente. L'idée n'est pas, surtout pas, et je profite de là pour saluer les directions de MDPH qui sont connectées avec nous. L'idée n'est pas de soumettre l'activité des MDPH à l'appréciation de chacun. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une entrée populationnelle. Donc, on va s'intéresser aux populations qui auraient déposé au moins une demande dans l'année. On va s'intéresser au type de demandes exprimées, mais ce n'est pas parce qu'on fait une demande qu'on bénéficie de droits ouverts, quel que soit par ailleurs le type de droit, et donc on veut s'intéresser également aux droits ouverts. Donc, c'est bien pour mieux connaître les besoins de la population, et là encore, c'est peut-être un élément de réponse à ta question, Vincent, tout à l'heure. Mieux connaître les besoins de la population, c'est notamment s'intéresser aux données des MDPH qui sont évidemment la porte d'entrée, peut-être pas exclusive, mais on va dire majoritaire, sur le handicap. On veut s'intéresser
à l'intervention précoce et à la prévention du handicap au travers notamment des CAMSP et des CMPP. Donc, même remarque, il ne s'agit pas de contrôler l'activité des CAMSP et des CMPP, ça c'est la mission de l'ARS exclusivement, mais par contre on veut s'intéresser à l'existence de l'offre territoriale, on veut s'intéresser au délai d'attente, on veut s'intéresser au parcours des enfants, qui les a orientés vers le CAMSP, où sont-ils allés en sortie du CAMSP, et on veut s'intéresser à l'ampleur des jeunes concernés en termes de file active et de caractéristiques, dont la question des troubles du spectre de l'autisme. On veut s'intéresser ensuite à la question de la formation et de l'insertion professionnelle en identifiant les dispositifs d'emploi accompagnés, les CPO, les CRP, les UEROS, les Cap Emploi, et s'intéresser à la population concernée, donc aux élèves en situation de handicap en lycée pro, en MFR, en CFA. On veut s'intéresser aux lieux d'emploi et au public concerné, donc aux entreprises adaptées aux ESAT. On veut s'intéresser aux personnes en situation de handicap qui sont en emploi en milieu ordinaire. Et on veut s'intéresser, puisqu'on sait aujourd'hui, grâce à la GFIP notamment, que les personnes en situation de handicap au chômage sont plus de 2 fois plus nombreuses qu'en population générale. On veut s'intéresser donc aux personnes au chômage. Bien entendu, on veut également prendre en compte les questions de RQTH. Concernant, d'ailleurs j'aurais presque pu le mettre avant, les données par grand domaine de vie, on veut bien entendu prendre en compte la scolarité des enfants et adolescents en situation de handicap. Scolarité en milieu ordinaire, premier degré, deuxième degré, y compris en s'intéressant au mode de scolarité, à l'accompagnement par un ou une AESH notamment, et puis d'autres questions, par exemple, est-ce que les jeunes concernés bénéficient de soins ou d'accompagnement externe à l'établissement scolaire. Et puis pareil, en milieu spécialisé, donc concernant les unités d'enseignement. Au-delà des données populationnelles, on veut s'intéresser à des données d'équipement telles que les unités d'enseignement externalisées, les unités d'enseignement maternel pour jeunes avec TSA ou les unités d'enseignement élémentaire pour ces mêmes jeunes, mais également les ULIS, les SECPA ou les EREA. On veut s'intéresser aussi parce que, comme ça a été dit par Edith Christophe en introduction, il y a un parti pris d'observer aussi le virage inclusif dans les données. On veut observer des données de vie sociale ordinaire. Et là-dessus, comme tout un chacun, il y a des données qui peuvent, par exemple, concerner le sport. Et on souhaite pouvoir valoriser les données, notamment de la FFH et de la FFSA. On veut s'intéresser aux données relatives au groupe d'entraide mutuelle pour identifier le développement de ces GEM, mais également essayer de s'intéresser à leur public. Et enfin, même si je vous avoue humblement que pour l'instant, on n'a pas encore de levier d'action sur ce dernier point, on serait intéressé pour s'intéresser aux lieux labellisés tourisme et handicap. Donc vous voyez que l'arborescence est quand même assez importante, ambitieuse. On a beaucoup avancé sur certains points, on est au milieu du gué sur d'autres, et puis il y en a certains autres qui ne sont pas encore résolus. C'est l'exemple du tourisme ou c'est l'exemple de l'obtention de données plus actuelles que celles qui peuvent être publiées. Je pense notamment aux données éducation nationale sur notre site, qui pour l'instant s'arrêtent aux années scolaires 2017-2018. Voilà. On va pouvoir passer aux questions. Je vous remercie déjà pour votre attention et puisque je sens que vous trépignez de connaître la solution de mon énigme, je vous délivre donc le tableau en entier de Paul Gauguin, D'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous, qui je trouvais collait plutôt bien avec le propos du jour. Voilà, j'arrête mon partage d'écran. Et on va reprendre les questions auxquelles on pourra peut-être répondre à 2 mois, Madame Christophe, si vous en êtes d'accord. Effectivement, oui. Alors, pour la demande de Madame Proust sur la sectorisation des données et la question du niveau territorial, ça c'est quelque chose qu'on a eu à un moment donné et sur lequel on a rétro-pédalé pour des questions
de RGPD. Vous n'êtes évidemment pas sans savoir qu'il y a des questions de secret statistique à observer strictement autour d'un tel projet. Et on a dû aménager pour l'instant le site en attendant de pouvoir se mettre d'aplomb avec ces questions-là, ce qui est désormais quasiment fait aujourd'hui. En effet, on est très intéressé, c'est vrai pour la scolarisation, mais ça serait vrai pour d'autres données, typiquement la H, la EH par exemple, pour avoir des données infra-départementales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a en tête, mais qui pour l'instant n'est pas encore résolu. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot. Non, c'est bon. OK. La question de la collectivité européenne d'Alsace. Eh bien, comment vous dire? Je vous laisse négocier avec notre développeur qui, lui, ne portait pas le même projet politique. Je plaisante, mais pour l'instant, on reste centré sur les données, moins pour la raison humoristique que je venais de vous dire, que pour le simple fait que pour l'instant, toutes les bases de données sont encore structurées en mode Haut-Rhin-Bas-Rhin. Donc nous, en fait, on va s'aligner sur nos sources. C'est aussi simple que ça. D'autant que la collectivité européenne d'Alsace regroupe les compétences des 2 conseils départementaux. Et pour autant, il reste bien, pour l'instant, en tout cas, 2 préfectures. Donc on voit que le découpage géographique, il reste quand même deux départements géographiques. Donc à ce stade, on va rester sur cette dimension géographique. Voilà. Ce qui n'empêche pas, via les extractions de données, pour vous, en quelques manips simples, de faire de la donnée agrégée au niveau de la CEA. Voilà, on verra à l'avenir, mais vraiment pour l'instant, ce n'est pas inscrit à l'agenda d'Andidonnées. Hein, on a tellement de choses à faire que je vous avoue en toute transparence que ce n'est pas prioritaire. On verra si on fait un post-traitement pour produire des données au niveau de la CEA. Ensuite, Cécile Michel, qu'on salue, associer le collectif handicap qui regroupe toutes les fédés. Oui, bien sûr. Alors, ce qui était dit au niveau de la région reste une préoccupation au niveau national et au niveau du COPIL. Alors, là, Cécile, le premier enjeu est comment dire, d'associer les pourvoyeurs de données parce que sans eux, rien ne se fait. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, dès qu'on a stabilisé la structure, pour questionner la pertinence des indicateurs, leur évolution, etc., en effet, les représentants des personnes concernées gagneront à être associés à la gouvernance, y compris donc au niveau national. Alors, donc pour Séverine, qu'on salue également, Séverine de Moustier, l'analyse des données, Séverine, est effectuée par le comité statistique de l'ANCREAI qui va produire les métadonnées. Pour autant, chaque région, chaque CREAI sera appelée à bien vérifier les données de sa région pour faire du contrôle de cohérence par rapport à la connaissance du territoire qu'ils ont. Donc, il y a des données pré-produites, mais qui doivent faire l'objet d'un regard. J'en profite pour les 110 personnes qui ne connaîtraient peut-être pas ma collègue du Centre Val-de-Loire pour la présenter. Voilà. Concernant les différentes données, sur les SATMO, en fait, les données, donc SATMO qui sont une spécificité du département de Moselle, en fait, les données là sont issues du répertoire FINES. Donc là, il y a 2 configs. Soit les SATMO disposent d'un numéro FINES, et j'avoue que je ne suis pas au clair avec... Je crois qu'ils sont issus des SAVS, mais qui sont un peu plus que cela. Donc, bref, en tout cas, c'est des objets qu'on pourra discuter typiquement en comité régional. Ça.
Voilà, mais effectivement, on sait qu'il y a parfois des dispositifs territoriaux un peu transversaux qui font partie de l'offre et puis qui effectivement doivent au moins être questionnés pour savoir s'ils peuvent être intégrés à l'analyse globale. Alors, un indicateur à construire autour de la grande précarité des personnes, expulsion des logements à la rue, etc. Alors, là, et donc le spectateur est anonyme, me dit-on à la fenêtre des questions, c'est un des exemples qui peuvent montrer les limites du projet en 10 données. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas tout montrer. Maintenant, dans les discussions, il y a des questions qu'on va prioriser. Celle-ci semble très pertinente. On sait que, et c'est un peu un corollaire de la question du niveau d'insertion dans l'emploi, on sait que le niveau de vie des personnes en situation de handicap est globalement plus faible que celui de la population générale et qu'il y aurait un intérêt évident à questionner cette question du niveau de vie socio-économique des personnes en situation de handicap. La question qui se pose après, c'est celle des sources. Et du coup, soit il y a une source nationale fiable, disponible dans les enquêtes INSEE, et c'est un mouvement en cours, il y a des articles tout à fait récents, c'est pareil, du dernier trimestre, publiés par l'INSEE, qui sont intitulés « Que les statistiques prennent également le virage inclusif ». Donc, qui vont s'intéresser aux personnes en situation de handicap. Attention cependant à la notion, ce n'est pas du handicap au sens reconnu par la MDPH, c'est du handicap au sens difficulté ressentie ou vécue, ce qui n'est pas exactement le même prisme. Ça peut recouvrir, mais c'est évidemment plus large. Pour autant, ça n'est pas forcément moins pertinent, parce que si on s'intéresse aux besoins en santé, aux besoins populationnels, il n'y a pas forcément un coup près à faire tomber sur la question de la reconnaissance administrative. Mais ici encore, vous voyez qu'il y a plein de questions emboîtées. Est-ce que c'est l'objet du projet? Est-ce que la donnée est disponible? Et est-ce que l'indicateur produit va être bien compréhensible par les utilisateurs? C'est tout ça qu'on doit discuter aux différents niveaux de la gouvernance dans le projet. Alors, Paul Caillet du Comité paralympique. Bonjour Paul. Le sport évolue et d'autres fédérations s'engagent dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'une mise à jour est envisagée dans le temps? Oui, bien sûr que oui, aux mêmes conditions si les données sont disponibles. Et là-dessus, le partenariat qui est en cours de construction entre l'ANCREA et le Comité paralympique, j'espère, nous permettra d'atteindre cet objectif pour n'oublier personne en dehors des fédérations qui ont été citées. Merci Cécile pour ce retour, le compliment qui nous... Je suis au cœur. Voilà. Donc, merci Cécile. Voilà, je passe peut-être sous les questions des collègues des créailles. Bon, on a une réunion pas plus tard que cet après-midi, mais on voit que, en fait, il y a des fonctions futures auxquelles on a pensé, mais qui ne sont pas encore présentes à l'écran. Ce qu'on a en tête, mais qui n'existe pas encore aujourd'hui, c'est qu'on souhaite pouvoir intégrer dans Handidonnées des études ad hoc. Encore une fois, je cite l'exemple des RH parce qu'il est en 100% cohérence avec le projet Handidonnées, et faciliter l'accès aux études produites pour la connaissance du territoire depuis le portail Handidonnées, au-delà du fait qu'elles resteront publiées sur le site de l'ARS, etc. Voilà. Et que à l'intérieur du site Handidonnées, on voudrait avoir un moteur de recherche qui nous permettent, au lieu de fouiner, de faire un peu de spéléologie, si vous me prêtez l'expression, permettent de donner facilement l'accès aux données existantes. Donc, exemple type, je tape, je ne sais pas moi, handicap psychique, par exemple, bim, est-ce qu'il existe soit des données, soit des études à partir d'Handidonnées que je peux extraire? Ah ben voilà, la demande anonyme venait de la DRDCS, qu'on remercie pour sa présence. Donc on a quelques
précisions sur les SATMO, mais on ne va pas forcément y revenir. Alors, sur la question des alertes ou des points particuliers mis en avant lorsqu'il y a une progression, on n'a pas encore mûri cette question, qui est une bonne question, qui sera soumise au débat. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et qu'on répète, c'est que nous, on va chercher à actualiser les données. Ça, c'est certain. Après, faut-il présumer que chaque acteur va régulièrement se connecter sur Handydonnées ou alors lui présenter un paysage qui est ce qu'il est au jour où on se connecte? Là, je ne peux pas répondre à la place du COPIL national. Voilà. Les indicateurs avec un code couleur départemental. Oui, alors ça, c'est toujours mon collègue de Nouvelle-Aquitaine qui nous parle de l'avenir. C'est le futurologue de l'équipe, Thierry Dimbourg. Effectivement, on compte insérer des fonctionnalités qui favorisent le benchmark. Et ce faisant, on a vraiment très à cœur de ne pas faire d'Handydonnées un outil qui serait accessible aux seuls spécialistes. On veut vraiment que les personnes qui ne sont pas rompues à l'analyse statistique puissent comprendre la réalité de leur territoire en termes de besoins populationnels et d'offres. Et pour ça, voilà, en gros, si vous êtes inférieur à la moyenne régionale, on mettrait un petit code couleur qui dirait attention, c'est warning, et réciproquement, voilà, bon, ce dans une question d'accessibilité. Voilà, on sait que la question de l'accessibilité des sites, c'est un enjeu fort. À mon avis, je ne suis pas des plus optimistes sur l'accessibilité totale qu'on pourrait faire au site Handydonnées, mais en tout cas, cette dimension de l'accessibilité du site est un élément de réflexion qu'on a en tête. Monsieur Benredjem, qu'on salue également, possible de traiter plus de sujets avec une interopérabilité avec d'autres observatoires. Alors, oui et non. Traiter plus de sujets, ça, comme on vous l'a dit, on veut être dans une dynamique extensive, certes, mais pas une dynamique où on traiterait tout. Parce que si on veut tout traiter, petit 1, on risque d'échouer là où tous les autres ont échoué avant nous. Ça, c'est un risque fort que dès le début, on avait évoqué avec l'Agence régionale de santé. Petit 2, on risque d'en faire un outil assez techno et justement de régresser par rapport à cet objectif de mise en accessibilité au plus grand nombre. Par contre, sur l'interopérabilité avec d'autres observatoires, là, c'est oui. C'est oui parce qu'en citant les sources de données, et pourquoi pas en insérant un lien hypertexte par exemple, on pourrait très facilement renvoyer sur la page de la CNSA qui va bien, la page de l'ARS, la page de la GFIP, etc. etc. Donc ça, effectivement, quand on disait favoriser le partage d'informations entre acteurs, les sites Internet présentent des fonctionnalités assez faciles d'usage là-dedans. Alberto Fernandez, au niveau de la MDPH des Ardennes. Bonjour Alberto. Pour la partie tourisme et lieux labellisés handicap. Les offices départementaux du tourisme peuvent être de sérieux contributeurs pour cartographier les ressources. Et ben voilà, c'est exactement pour ça qu'on a besoin d'un comité régional. C'est parce que vous aurez des bonnes idées auxquelles on n'a pas pensé. Donc, merci pour cette suggestion, Alberto. Le président du CREAI nous suggère de donner un calendrier sur la mise en place et le fonctionnement du comité régional de suivi d'Handydonnées. En effet, on avait, Madame Christophe, mais je parle sous votre contrôle, envisagé, alors on a un gros plan de charge d'ici l'été. Donc ça voudrait dire qu'on envisageait une rencontre de ce comité régional en septembre ou octobre, mais on va dire que c'est un horizon à moyen terme, quoi. Pas trop à court terme, bon, de toute façon, là, dans le contexte sanitaire qu'on connaît, voilà. Octobre. Mais du coup, voilà. Donc, sur les différentes sources, hein, il y a plusieurs questions qui sont posées. Par exemple, les centres, la Fédération des centres sociaux, enfin, là, on n'a pas tout envisagé. Quand on parle de données nationales, on cherchera au maximum à s'adresser à la donnée publique. C'est-à-dire, on va chercher au maximum les données ministérielles parce que justement, elles permettent
d'éviter l'écueil pointé tout à l'heure par M. Caillet de la fédération, du comité paralympique, pardon, quand on prend les données de plusieurs fédérations, eh ben, on encourt le risque d'oublier ceux qui ne sont pas adhérents aux fédérations concernées. Alors que si on s'adresse par exemple au ministère des Sports, eux, ils ont peut-être une base de données qui comprend tout le monde. Donc c'est vraiment à la source maximale, voilà. Et donc après, on fonctionne par subsidiarité. Si le national n'est pas disponible, est-ce qu'au niveau régional, ARS, direct, DRJSCS, est-ce qu'on a des données? Si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a des fédés qui peuvent combler? Mais voilà, on est vraiment dans une logique subsidiaire. Je peux bien répondre là, sur les solutions extraterritoriales, les personnes de la région Grand Est qui sont accompagnées en Belgique. Effectivement, ces données, elles existent, elles sont portées par l'ARS Hauts-de-France qui les met à jour une fois par an en fonction du recueil de données individuelles qui passe par la VIC. Donc voilà, ça je pense qu'on n'aura pas de problème d'avoir le feu vert de nos collègues de l'ARS pour compléter. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans la liste, mais voilà, c'est pas... On a les éléments pour le faire. Ouais, je crois que vous avez les contacts des personnes qui avaient mené cette étude, Madame Christophe. Oui, mais ils les mettent à jour tous les ans. Ouais, je faisais référence à votre travail, bien sûr. Certes. Certes. Ok, alors des perspectives qui existent d'ores et déjà en Nouvelle-Aquitaine et qu'on va mettre en œuvre en Grand Est dès septembre également, mobiliser le projet HandiDonnées pour produire des données départementales qui seront également téléchargeables. Donc en gros, on a sans vergogne repris l'inspiration d'Aquitaine sur leur titre, les chiffres clés du handicap. Donc eux, ils ont la Dordogne, la Gironde. Nous, on aura les Vosges, le Bas-Rhin, etc. Mais voilà, donc d'une part, HandiDonnées, et puis bien sûr, on va l'enrichir concernant le secteur enfance avec les rapports d'activité harmonisés. Alors, est-ce qu'on pense intégrer le découpage Séraphin-PH à ce jour? Non. Pour une raison technique avant tout, sans même avoir réfléchi à la question du choix de la priorisation de certains indicateurs, hein, mais à ce jour, il n'existe aucune base de données nationale, ni même infranationale, hein, qu'elle soit régionale ou autre, qui recense les données Séraphin. J'étais également hier en groupe national sur les valorisations de l'enquête de coûts. Les données 2018 sont en finalisation d'exploitation, les données 2019 vont commencer et on est toujours sur 330 établissements et services au niveau national, ce qui représente tout cumulé peut-être 3 ou 4% du global. Donc on voudrait le faire, qu'on ne pourrait pas. Alors, des remerciements et un projet Interreg Psychocap pour contribuer à un observatoire franco-belge sur les données et les pratiques concernant le handicap, et en particulier le handicap psychique. Et ben, c'est effectivement, il y aurait des ponts à dresser, et par contre, la réponse est non, on n'a pas encore pris de contact avec la Belgique, mais effectivement, et merci donc au docteur Huel pour cette suggestion, ça peut ouvrir d'autres portes. Enfin, on voit que d'emblée, il y a un intérêt pour justement favoriser le partage de données, donc de réflexion, le tout au service du parcours des personnes. Il y a des portes qui pourront s'ouvrir. Alors, Madame Jecker-Vasmer, est-ce qu'une comparaison avec les moyennes nationales sera envisageable? Oui. Oui, c'est dans les tuyaux, effectivement. Ça n'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Avec une réserve cependant, et c'est pour ça qu'on a besoin, nous en interne, au niveau du réseau des CREAI, d'un comité de statisticiens qui planche là-dessus et d'être en lien avec les statisticiens de la CNSA, de l'adresse, etc. Parce qu'on ne peut pas comparer les choux et les carottes, si vous me prêtez l'expression. En l'occurrence, vous pouvez avoir des taux de réponse qui vont être bons dans une région X,
mauvais dans une région Y et ce faisant, biaiser la moyenne nationale. Donc là-dessus, il peut être question d'opérations de redressement, voire de décision de ne pas mettre sous le fait qu'un indicateur ne soit pas de qualité suffisante, de ne pas mettre la moyenne. Enfin voilà, ça sera vraiment du cas par cas avec du traitement statistique structuré derrière. Alors, Caroline Richard, qu'on salue. Bonjour Caroline, pour proposer la contribution de l'équipe Relais Handicap Rare pour contribuer avec les données collectées. Effectivement, c'est quelque chose qui pourra être envisageable à terme, à voir. Frédéric Chaussin, bonjour Frédéric, au niveau de la MDPH des Ardennes. Est-ce qu'il sera possible d'avoir une présentation départementale de l'outil, notamment auprès des associations? Oui, bien sûr. On prend rendez-vous et c'est possible. Et c'est d'ailleurs possible non seulement dans les Ardennes, mais ailleurs. Pour ne rien vous cacher, on l'avait déjà fait au niveau de l'Observatoire de l'autonomie du 67. J'avais montré brièvement à l'écran tout à l'heure, mais c'est non seulement possible, mais souhaitable, parce que ça peut contribuer au dialogue multiniveau dont on parlait tout à l'heure. Donc, la réponse est oui. Alors, Madame Proust, en ce qui concerne le degré de finesse des données, lors de la prise en charge d'un jeune autiste de 18 ans, il n'y a pas de rupture. Cependant, le jeune est à domicile à 80% et reste en ESMS. Ah oui, alors il y a la question des temps de prise en charge qui peuvent introduire des biais sur l'adéquation entre les besoins et l'offre. Alors ça, là-dessus, c'est la finesse des données collectées dans les enquêtes nationales, que ce soit enquête ES ou les données ANAP, parce que là, on est en discussion très active actuellement au niveau du réseau NCREAI. Les données de l'enquête ES sont précieuses, mais alors elles ont un défaut majeur, c'est d'être quadriennales. Et si on compte, en plus de ça, le délai de leur disponibilité, en fait, c'est plus que quadriennal. Ce qui fait qu'au moment où on peut publier les données, eh bien, elles sont presque déjà périmées, quoi. D'où le repli sur les données ANAP, voilà, qui devraient pouvoir nous être transmises, en tout cas pour les premiers indicateurs qu'on a demandés, et ce, à un échelon national. Voilà. Après, donc, on ne pourra pas avoir, pour répondre à votre autre question, Madame Proust, les degrés de partage sur les prises en charge entre domicile et ESMS, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, malheureusement, et sans rien enlever à la légitimité des questions que se pose chacun, on ne pourra pas avoir réponse à toutes les questions. Alors, pour les places disponibles en ESMS et le zéro sans solution, les places disponibles, c'est d'ores et déjà… en via trajectoire. Voilà. C'est pas le même outil. en réflexion, mais bien entendu, lorsque le système d'info sera stabilisé au niveau national, ce qui n'est pas encore le cas, on comptera dessus pour publier certaines données. Alors, peut-être pas celui que vous évoquez par rapport aux places disponibles en ESMS, parce que les places disponibles lundi ne le sont plus forcément le vendredi. Donc là, ça demanderait une actualisation hebdomadaire. Donc là, c'est voilà. C'est pas le même usage. C'est pas le même usage. Par contre, la question de l'intensité des listes d'attente pourrait être une vraie question. On sait qu'elle est au centre des préoccupations de tous les acteurs. Donc voilà un indicateur, mais qui est dans les têtes, ça je peux vous l'assurer. On a besoin d'un travail préalable à tous les niveaux, institutionnels et statistiques, pour être en mesure de le publier. Ça me permet de redonner un petit coup sur l'outil via trajectoire et j'insiste vraiment beaucoup pour que les ESMS le tiennent à jour en temps réel, puisque voilà, c'est vraiment comme ça qu'on pourra partager après des données consolidées fiables. Mais il faut déjà que chacun à son niveau soit vigilant au quotidien, voilà, à faire des saisies au fil de l'eau. C'est certain. C'est certain. C'est mon leitmotiv, hein, désolé. Alors, question de Cécile Michel, est-ce qu'une présentation au niveau des CDCA pourrait être possible de la même manière qu'avec les associations et au sein des MDPH dans les départements? La réponse est oui.
Pas les multiplier, il faut peut-être essayer de trouver des organisations regroupées en fait. Oui, c'est ça. C'est pas 10 fois la même présentation. D'ailleurs, alors toutes les associations ne sont pas membres des CDCA, mais un certain nombre d'entre elles y participent. Donc c'est vrai qu'il y aurait une réflexion conjointe à avoir entre le conseil départemental, la MDPH et la CDCA pour essayer d'organiser un événement départemental. Mais encore une fois, vous avez mon engagement pour faire en sorte qu'une présentation plus localisée, adressée à un plus grand nombre d'acteurs, acteurs peut-être moins spécialistes que tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui, puisque bon, vous voyez qu'il y a un bon niveau d'interconnaissance parmi ceux qui posent des questions. On a regardé les inscrits, c'est vrai qu'on a affaire à des spécialistes du handicap. Non pas que les autres le seront pas du tout, mais enfin voilà, il y a des gens qui sont habitués à parler d'observation, de bases de données, d'enjeux autour des indicateurs. Et encore une fois, le but est qu'on s'adresse aussi à ceux qui sont peut-être un peu moins habitués à parler de ça. Alors, question de Vincent Harel. Est-ce que Handidonnées permettra d'évaluer le PRS et si oui, comment? Alors, Handidonnées n'est pas conçu pour évaluer le PRS, mais c'est un outil qui sera utile pour contribuer à l'évaluation. Mais l'évaluation, en général, on la confie d'ailleurs en général à un cabinet externe pour avoir une évaluation, même si nous on fait une évaluation de ce qu'on a mis en place. Mais après, au-delà d'évaluer ce qui a été fait, il faut aussi en évaluer la pertinence. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, en général, on confie les choses à un cabinet et on est plus sur des évaluations quantitatives, mais qualitatives également. Donc voilà, ça y contribuera, mais ce n'est pas conçu en tant qu'outil d'évaluation du PRS. Pour faire écho à la question de tout à l'heure sur Via Trajectoire, donc mon collègue de Nouvelle-Aquitaine qui gère également le site guyanais précise que dans le site guyanais, il y a un lien direct qui est proposé vers l'annuaire de Via Trajectoire. Bon, à voir si c'est une solution qui sera essaimée au niveau national ou pas. Encore une fois, on est dans... Parce que, attention, il y a des droits d'accès dans Via Trajectoire. Oui, alors voilà, c'est pour ça qu'il techniquement, faut regarder. Voilà, on est encore une fois dans une démarche work in progress et il y a des questions qu'on va traiter. Il y aura peut-être des tests, du droit à l'erreur, du rétropédalage. Enfin voilà, nul n'étant parfait. Sur le taux de refus ou le taux de non-affectation de place en ESMS, Madame Proust, non, ça, ce n'est pas des indicateurs qui sont prévus parce qu'encore une fois, il n'y a pas de système d'info octroyé aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres indicateurs qui peuvent contribuer à la lisibilité sur les parcours. Notamment, il y a le nombre de personnes maintenues en ESMS alors qu'elles ont une notification vers un ailleurs et qu'elles ne sont pas vers cet ailleurs faute de place. On aura également le nombre de demandes de droits ouverts en MDPH et le nombre de droits effectivement ouverts à la MDPH. Et puis, si on réussit à aller jusqu'au bout, mais alors, encore une fois, on ne peut pas être plus à chaud, les discussions datent de 9 h ce matin, on voudrait aussi avoir par type de droit le nombre de personnes concernées par exemple, une orientation vers un ESMS une année donnée. Voilà, donc tout ça pour mieux connaître les besoins populationnels. Monsieur Benredjem, une présentation à un réseau national est tout à fait envisageable. L'UNAPEI fait partie des partenaires actifs de la fédération ANCREAI. Les délégations nationales sont d'ores et déjà en lien et effectivement, vous pouvez parfaitement faire remonter le message au niveau de l'UNAPEI. On fera passer le mot au délégué fédéral ANCREAI, mais c'est quelque chose de tout à fait envisageable également. Eh bien, écoutez, il y a des remerciements ensuite, ainsi peut-être 2 dernières questions, et puis après on arrivera au terme de nos échanges. Donc de Nadège Emmerling. Quid des données relatives aux enfants en situation de handicap et prises en charge par l'ASE? C'est également un indicateur que nous souhaitons. Il a intégré l'enquête ES 2018, mais avec les limites qu'on vous disait tout à l'heure sur cette enquête. Par contre, c'est un indicateur qu'en Grand Est, on observe annuellement dans le cadre des rapports d'activité harmonisés. Alors là, on va parler des enfants qui sont confiés à l'ASE ou bénéficient d'une mesure d'AEMO et accompagnés par un ESMS. Et vous faites aussi peut-être référence à ceux qui bénéficient d'une notif MDPH,
mais qui ne sont pas en ESMS et qui sont par exemple uniquement en MEX. Voilà. Donc on aura un éclairage, peut-être pas complet sur la question, mais un éclairage quand même. Voilà. Bien, comme je vous le disais, on va arriver au terme de notre échange. J'espère qu'il n'a pas trop mal fonctionné au niveau technique. On va vous envoyer donc à tous un mail confirmant votre participation avec un lien vers un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à vous exprimer plus avant sur ce support. On vous remercie tous. On remercie beaucoup Madame Christophe, encore une fois, pour vous être libéré. Et donc, rendez-vous sur le site du CREAI et sans doute aussi de l'ARS pour le replay, le PowerPoint et la FAQ, enfin la foire aux questions qui permettra de diffuser le message. Voilà. Merci et à bientôt. Merci, au revoir.